Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au 7e webinaire de la série de webinaires RARE.Qc et RQMO. Mon nom est Jonathan Pratt, je suis le directeur général du RQMO. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est une présentation un peu spéciale, en fait, pour souligner la dernière de la saison 2025-2026. Vous allez voir, c'est une présentation bilingue, donc il va y avoir des portions en français et en anglais. Donc, avant de vous présenter les personnes qui vont faire la conférence d'aujourd'hui, I'll just switch quickly in English just to introduce myself. So, my name is Jonathan Pratt. I'm the Executive Director for the RQMO. And this is the 7th webinar of our RARE.Qc-RQMO series of webinar. So today it will be a special presentation. It will be bilingual, so some parts will be in French, some parts in English. If you have any questions, please put them in the comment section, either on StreamYard, Facebook, LinkedIn or YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires, peu importe sur quelle plateforme vous nous suivez. Donc, StreamYard, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et on va répondre aux questions à la fin de la présentation pour ne pas perturber le rythme. So we'll be able to answer any questions at the end of the presentation. So let's hear from them. So I'll just put them on the screen. So hi everyone. Bonjour. So maybe I'll start with Dr. Ziv Gan-Or. So if Ziv, you can present and tell us a bit about yourself. Thank you. First of all, it's a pleasure to be here. My name is Ziv Gan-Or. I'm an associate professor at McGill, and I work at the Montreal Neurological Institute, the Neuro. My role here, I'm the director of the clinical research unit, which is a unit that runs all the clinical trials in neurological disorders in our institute. And I also run a research lab called Neurogenomics and Precision Medicine Lab. In this lab, we try to use genetics in order to understand the risk for different neurological diseases, how genetics affect the progression, how genetics affect response to medication, with a big emphasis on identifying genes that can then be used for precision medicine to develop drugs specifically targeting these genes. Wow, that's amazing. That's really amazing. Maybe let's go over Martine. Bonjour, donc je suis Martine Tétreault, je suis professeure agrégée au département de Neurosciences de l'Université de Montréal et mon laboratoire se situe au centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc au CHUM, au centre-ville de Montréal. J'ai un laboratoire en sciences neuro-omiques, donc on va utiliser différentes approches omiques, donc la génétique, la génomique entre autres, pour mieux comprendre les maladies neurologiques, donc autant les maladies rares que certaines maladies plus communes. Mais ma formation était beaucoup en maladies rares, donc c'est un très grand intérêt dans mon laboratoire où on essaie d'améliorer le diagnostic des patients qui sont toujours sans diagnostic moléculaire, mais aussi mieux comprendre ces maladies-là et comprendre leur variabilité dans la présentation des symptômes. Super, merci beaucoup Martine d'être avec nous aujourd'hui. Et on termine avec Linda. Donc, si tu veux nous parler un petit peu plus de toi, Linda. Oh, ouais. C'est plutôt court, ma description. Je suis une patiente avec une paraplégie spastique héréditaire, puis j'essaie d'amener la recherche aux patients, les patients avec des maladies rares, puis j'essaie d'amener les patients à la recherche. Avec les deux choses ensemble. C'est très difficile pour un patient de s'impliquer en recherche, puis c'est ce que j'essaie de faire. Je me sers de mes réseaux pour arriver à amalgamer les deux en recherche. Bon, je le dis en anglais aussi. I'm Linda Lafontaine. I'm a patient with hereditary spastic paraplegia, and what I've been trying to do for the past couple of years, I've been trying to bring research to the patients and patients to research, because it's very, very difficult for a patient to meaningfully be involved in research, and I'm trying to use my networks in order to solve that. That's it. Well, thank you so much, Linda. Merci beaucoup à vous trois. So
pour faciliter et tout, je sais que ça va peut-être être difficile au niveau de barrières de langue et tout ça. Sachez que dans la plateforme qu'on utilise présentement, c'est pas possible d'avoir la traduction simultanée. Donc, ça va être disponible en fait sur YouTube par la suite là, avec les sous-titres sans problème. So I know that it's going to be some, there will be some difficulties with the language today. With the platform that we're using, there's no option for simultaneous translation. So if you have any questions either in French or in English, you can just write them down in the comment section, and we'll do the translation if needed. So Ziv, Martine, and Linda. So we'll go over the presentation, and at the end we'll go over the questions if we have any. So I think Ziv is starting. So the floor is yours. Thank you very much. So as mentioned, this presentation will be done both in English and French. And I will start by giving a short introduction about the project we're going to talk about. Then Martine will talk about more specifics part of the projects, and we will end by giving 2 examples of rare genetic disorders in children that we are working on developing medications for here at the Neuro. So today's presentation is about an initiative that Martine and I are leading together called the Neurogenomics Initiative, or in short, ENERGY. And I will start by giving you some background about what it is and why we're doing what we're doing. So last year, Genome Canada and the federal government decided to start with a project called Canadian Precision Health Initiative. This is a very large project that the aim is to have the genomes of 100,000 individuals from Canada fully sequenced, from individuals from all across Canada. And the idea behind it is to have the largest genetic data source that we have here in Canada in order to allow us to perform genetic research to identify, again, genes and genetic variants that are associated with either common or rare disorders across the population in Canada. This was made possible due to a large contribution from Genome Canada that was matched by other contributions from federal and provincial governments and other funders. And the end goal of this project is really to allow, like the name implies, to allow precision health based on individual genetics. We can now assign people to different treatments, and our ability to do so will be greatly enhanced by doing this project. So specifically at the Neuro, our part of this project, so the 100,000 individuals are going to be collected from, as I said, from all over Canada. At the Neuro and at the CHUM with Martine, we will collect a total of 8,700 individuals with neurological disorders that we will fully sequence with short read sequencing, and Martine will explain more about this later. A portion of them, or additional one, we will also use long read sequencing and transcriptome sequencing. So these are things that Martine will talk about. And we have here on the slide, you can see the additional funders that we have, the funders that we have for this project. So Genome Canada and Genome Quebec that I mentioned, and others that provide matching funding to allow us to do this very large scale project. This project is being done in collaboration also with several biobanks that are mentioned at the bottom of the slide. You can see the CBIG, which is the biorepository here at the Neuro, and Servo at the CHUM, and additional sources of patients that we're going to sequence. So we started sequencing patients with mainly Parkinson's disease, but now we're moving on to sequencing the next batch of sequences that we are studying as we speak is individuals with rare diseases such as HSP, the same condition that Linda has, and others.
So what are our goals, or what are we planning to do at Energy? So you probably know this, but I will mention anyways that neurological disorders are very common. I'm sure that everybody on the call knows someone with Parkinson's disease or Alzheimer's or multiple sclerosis or ALS or one of the more rare disorders. And in Canada, about 10% of the population is affected with neurological disorders. And overall, about 80% of rare diseases have neurological symptoms. So our goal in Energy, the 8,700 people that we're going to recruit, or that we have been recruiting, is to generate a very comprehensive data set that will allow us to better understand how genetics affect these disorders and then help developing treatments in the future. So now I will pass it to Martine, who will talk about her part, and I will join back later. Thank you, Ziv. So I just want to say I will do my part in French, but in the questions, if anybody wants me to clarify something, please don't hesitate to write it in the comments and I can repeat it in English. Donc, dans le contexte des maladies rares, beaucoup de patients vont passer par l'odyssée diagnostique. Donc, ils vont aller voir un médecin, ici, dans le cas des maladies neurologiques, un neurologue, qui vont faire plusieurs investigations, un examen physique. Parfois, il va y avoir des imageries, certains tests parfois biochimiques qui vont aider, qui va orienter vers un test génétique qui va être fait en clinique. Mais malgré toutes ces investigations-là et la combinaison des informations, il y a quand même au moins 30% des patients, et ça peut être plus élevé pour certains types de maladies, qui demeurent sans diagnostic moléculaire. Donc, ils ont reçu un diagnostic basé sur les symptômes cliniques qu'ils présentent, mais on n'a pas encore identifié de cause génétique. Et ces patients-là ont besoin d'une investigation supplémentaire et souvent, c'est la recherche c'est les projets de recherche qui vont permettre d'avoir cette investigation supplémentaire et mener à l'identification d'une cause. Next, Ziv. Donc, il y a quand même beaucoup de défis qui mènent au diagnostic des maladies rares. Une des raisons qui mène à ce défi et quelque chose qui est très intéressant pour Ziv et moi dans nos projets de recherche, c'est l'hétérogénéité au niveau clinique et génétique. Donc, on peut avoir plusieurs patients qui vont présenter des symptômes très similaires, mais finalement, c'est des variants génétiques dans différents gènes qui causent la maladie, ou encore des patients qui nous semblent très différents, mais ils ont des variants génétiques dans le même gène. Une autre complexité, c'est qu'il y a une grande diversité des variants. Donc, on peut avoir des changements dans le code d'ADN à seulement une position, mais dans les maladies neurologiques, on a aussi une plus grande diversité avec des variants plus complexes, comme des variants structuraux, des grands réarrangements au niveau des chromosomes ou encore des expansions de répétition, qui sont un groupe de maladies neurologiques très importante, et on n'a encore pas une compréhension assez bonne des gènes, de la fonction des gènes, donc qu'est-ce que ces gènes font dans le corps, et du génome en général, pour vraiment bien interpréter tous les variants qu'on est en mesure d'identifier. Next. Donc ici, avec le projet NRG, on a la chance de pouvoir combiner le séquençage de courte lecture et le séquençage de longue lecture. Donc, l'approche idéale serait bien entendu d'être en mesure de séquencer chaque chromosome en entier du début à la fin et d'avoir aucun trou, aucune région noire où on n'est pas capable d'identifier. Mais la technologie, la science n'est pas encore rendue là. Et le séquençage de longue lecture nous permet d'offrir un certain compromis en ayant des lectures plus grandes. On couvre une plus grande partie du génome, ce qui nous donne une meilleure précision pour identifier les variants plus complexes, comme les expansions de répétition ou les variants structuraux. Next. Et peut-être pour vous l'illustrer d'une manière plus simple, on peut voir la différence entre le séquençage de courte lecture et longue lecture comme des casse-têtes. Donc, le séquençage de courte lecture, c'est un casse-tête où on a beaucoup de petits morceaux. Donc, c'est beaucoup plus complexe à assembler. Et parfois, pour ceux qui sont amateurs de casse-tête, parfois, il y a des morceaux qui sont très similaires et là, on ne sait pas où les placer dans le casse-tête. Donc, la reconstruction du casse-tête, elle est beaucoup plus difficile. C'est la même chose en séquençage. Donc, on a des petits bouts du génome et parfois, on a des régions du génome qui sont très similaires
moléculaires et même avec des outils informatiques, on n'arrive pas à bien les replacer dans le génome. Le séquençage de longue lecture, c'est plus un casse-tête pour enfants où on a des gros morceaux. Il y a beaucoup d'informations sur chacun des morceaux. Donc, c'est assez facile de reconstruire le casse-tête parce qu'on peut bien voir où se placent les différents morceaux. Donc, au séquençage, c'est la même chose. Donc, on a des lectures qui sont beaucoup plus grandes. Donc, on a des régions du génome beaucoup plus grandes qu'on est capable de couvrir en une seule séquence, ce qui nous permet de reconstruire le génome de manière plus précise et ce qui nous permet d'avoir cette précision-là, une plus grande précision dans le cas des variations plus complexes. Next. Donc, avec NRG, un de nos buts importants, c'est d'utiliser le séquençage de courte lecture et le séquençage de longue lecture pour améliorer le diagnostic de patients atteints de maladies rares. Donc, il y a encore beaucoup de patients qui n'ont pas de diagnostic moléculaire et comme ces deux technologies-là ne sont pas encore offertes dans un contexte clinique, il faut absolument le faire dans un contexte de projet de recherche comme un projet comme NRG. Et la combinaison de ces deux approches-là va nous permettre d'identifier des variants qui ont peut-être été manqués par les approches qui sont disponibles en clinique et avec des investigations plus approfondies, on espère être en mesure d'identifier les causes génétiques sur plusieurs patients atteints de maladies rares qui vont participer à notre projet. Next. Next again, I think there's... Oops, OK. Anyway, it's OK. Un autre aspect de notre projet qu'on souhaiter, c'est encore en utilisant les variants qu'on est capable d'identifier avec les deux technologies de séquençage. On veut être en mesure d'identifier des modificateurs génétiques ou des biomarqueurs qui vont nous permettre de mieux caractériser cette hétérogénéité-là, donc cette variabilité-là dans les symptômes cliniques et qui va nous permettre de mieux stratifier les différents patients en sous-groupes. Pourquoi ça, c'est important? Mais c'est important pour, premièrement, mieux comprendre les mécanismes qui vont mener à cette variabilité-là. Donc, pourquoi deux patients qui ont la même mutation dans le même gène, pourquoi ils ont des présentations cliniques différentes? Donc, c'est important de bien comprendre ces mécanismes pathologiques-là. Mais une autre raison, c'est que dans beaucoup de maladies, il y a des traitements qui sont en voie de développement et un certain groupe de patients vont répondre au traitement, un certain groupe de patients ne va pas répondre au traitement. Et puis, souvent, le traitement va être mis de côté parce que le taux de succès n'était pas suffisant. Mais si on arrivait à mieux comprendre pourquoi certains répondent et d'autres non, et à mieux stratifier les patients basés sur leurs données génomiques, mais on serait peut-être en mesure de mieux identifier les patients qui pourraient bénéficier de ces traitements-là et ainsi avoir un essai clinique qui aurait un succès plutôt qu'un essai clinique qui serait mis de côté comme il y avait une variabilité dans la réponse au traitement. Donc, avec les données génomiques qu'on va obtenir dans NRG, on espère être en mesure d'identifier ces modificateurs génétiques et des biomarqueurs qui vont nous permettre justement de mieux stratifier nos patients. Okay, so I will end this presentation by giving two examples of current projects that are ongoing at the Neuro, in which we do exactly what Martine was talking about, using genetics to identify the cause, and then apply precision medicine to develop treatment. So these two examples are children with rare diseases that we are in the process of developing treatments for. So the first one, this is an ultra rare disease called the Schinzel-Gideon syndrome. There are maybe 10 children all over the world with this disease. And Carl Ernst, one of our investigators here in the photo, together with the family, developed what we call an ASO, antisense oligonucleotide. So it's a treatment that is tailored specifically based on the gene mutation that this child and the other children with this disease have. And we are in very advanced stage of this. We are working with Health Canada to get approval to run the trial, to provide the treatment, while we are finalizing some of the last experiments in cell and mouse models. And we hope that by the end of this year or early next year, the latest, we will be able to provide treatment, an experimental treatment for this child. A second similar project that we just started very recently is for a child with spastic paraplegia type 4, GURMO, from BC.
In this case, it's a different type of therapy. This is gene editing therapy, meaning that we are using very innovative machinery that allows us to change the DNA of the child. So it's not like providing a medication or treatment. It's more we are changing the DNA in order to make the disease stop progressing. So we are at very early stages. We're just starting the experimentation. It's a very innovative approach. Only one child so far has been treated in the world, and it wasn't for a brain disease. So here we have the challenge of a child with a brain disease that we want to help. So we are starting, and we're hoping that in about 2 years from now, we will be able to have an experimental treatment to provide for GUMO. And I will finish by saying thank you to both Martine's team and my team. There are large teams and a lot of people behind this energy project. So we would like to thank them and thank Genome Canada, Genome Quebec, and all the other funders that provide support for this important project. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Ziv and Martine. On va y aller maintenant avec la partie de Linda. On trouvait ça important, en fait, d'avoir justement une patiente partenaire pour nous parler d'un peu son implication dans ce projet-là. Et on va répondre aux questions par la suite. Okay. So, Linda, you can go ahead. Like I said at the beginning, I'm a patient. My goal with all of this is to involve other patients in research. So bring patients to research, research to patients. That's what I do. I'm going to present very quickly in English, and then I'm going to switch over to French. I want to give as much time for people to ask questions as possible. So, je commence en français. Premièrement, je l'ai dit au début, mais je le redis encore, merci beaucoup à Jonathan pour nous donner l'opportunité aujourd'hui. C'est très important. Bon. Bon, c'est la collaboration, hein, RARE.Qc-RQMO. On est là justement pour amener, un peu comme ce que tu as dit, donc amener les patients à la recherche et les chercheurs aux patients. Donc, on essaie de favoriser le maximum. So we have the same mission in bringing patients to the research and research to patients. So yes. Wouldn't it be wonderful if it was when you get a diagnostic, you would automatically be involved in research? Wouldn't that be wonderful? Anyway, I digress. Okay. So, le projet de énergie, on vient juste d'entendre, il s'appuie sur la plateforme de CBIG, de la biobanque ouverte CBIG. Bon. Je cherche à souligner à quel point la plateforme de CBIG est dynamique. Elle est centrée sur les patients, elle est axée sur des personnes. Elle nous met au centre de toute l'action. C'est pour ça qu'elle est tellement dynamique. C'est pas un simple projet, c'est pas un essai clinique, ça l'alimente un paquet de différentes choses. Comme j'ai dit, je suis patiente avec une paraplégie spastique héréditaire. J'ai commencé, il y a une couple d'années, j'ai commencé à construire une cohorte pour des patients comme moi. Depuis ce temps-là, me servant de la même plateforme de CBIG, j'ai commencé une cohorte. J'ai alimenté, j'ai ajouté à la cohorte existante déjà pour la sclérose latérale primaire. Après ça, j'ai aussi, depuis quelques années, récemment, j'ai commencé une cohorte pour les patients avec une ataxie, toujours me servant de la même plateforme. La plateforme alimente aussi le projet de médecine de précision qu'on vient d'entendre. C'est ça, je veux dire, la plateforme est très dynamique. C'est pas un projet, c'est pas juste un essai clinique, c'est plusieurs différentes choses. Bon. La participation, pour répondre à la question à Paul, je vais parler en français pour la participation, puis après ça, je vais dire la même chose en anglais. Tu parles de celle-là, Linda? Ou c'est une question plus haut? La question, comment est-ce qu'il participe au projet?
il veut être impliqué. Fait que comment est-ce qu'il participe? OK. C'est très simple. C'est un enregistrement. C'est simple parce que c'est une plateforme qui veut que les patients participent. C'est pour ça que c'est simple. Ça commence, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'enregistrement. La deuxième étape, c'est le consentement. Puis la troisième étape, c'est l'échange d'informations cliniques. On demande pour la salive, puis de la salive, on extrait l'ADN, puis c'est ça qui est utile au docteur Tétreault et Gan-Or. C'est l'ADN qui sert exactement à ça. On demande aussi pour les images cérébrales, les MRI, les IRM, les images existantes. Ça alimente plein d'autres différents projets, des initiatives. Puis tout ça, les 3 étapes pour participer à la recherche, ça commence simplement avec un courriel. Envoyez-moi un courriel, il faut que vous envoyiez le lien pour l'enregistrement. Mon courriel, c'est Linda J. Lafontaine, @gmail.com. That's it. C'est bien simple. Un courriel. Bon, là, je redis tout ça en anglais. Alors, il va falloir que je me rappelle de ce que j'ai dit, là. OK, so I started by thanking Jonathan very much. I know I thanked him before, but I want to thank him again because this is very important. So thank you for giving us the opportunity to present today. This is wonderful. So I also indicated how the project that Dr. Gan-Or and Dr. Tétreault told us about, the project Energy, is fueled by the CBIG Open Biobank. I wanted to highlight how dynamic the platform is. The platform is all about patients. It puts us front and center, which is why the whole platform is so dynamic. It isn't one project. It isn't one clinical trial. It's a whole bunch of things. As I said, I'm a patient with hereditary spastic paraplegia. So a couple of years ago, I started building a cohort with patients just like me. I've since started adding to a cohort of patients with primary lateral sclerosis. I've also started doing the same thing with patients with ataxia, all using the same platform, CBIG. That's what I mean. It is so ridiculously dynamic because it's the same thing. The platform also fuels the project like Energy that you just heard of today. It fuels the 100,000 genomes. Paul, exactly. That's through CBIG, that's how you participate in these projects. Participation is very, very simple because CBIG is patient-centered. It is meant for patients to participate. 3 simple steps: registration, consent, and the donation of clinical information. And it all starts with just an email to me, very simple, Linda J. Lafontaine @gmail.com. Merci beaucoup. It's real simple. So I'll respond to your email by sending you a registration link, registration to the whole CBIG platform. Very simple. Take it from there. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Linda. Thank you so much. In fact, yeah, you answer quite some of the questions that Paul asked in the comment section. So we had a lot of questions that were answered. We have some comments. Maybe this one will make you laugh, but Paul is saying that he needs to learn French again. So so Paul, even ourselves, like French is so much difficult. We have another comment from Paul. We need more people telling more patients about these research projects and how they can get involved. In fact, it's in the Quebec Action Plan on Rare Disease. It's part of the communications that they want to put in, but the actions are not there yet. Maybe in the future
we hope so, that there will be more communication towards the patients at the clinical level. I think if any patient wants to participate, I think there should be the possibility, and it should be easier than and yeah. So for now, we need RARE.Qc, we need this type of webinar, we need Linda's expertise, we need every patient that are participating in those research projects to make sure that they know about it. So we have other comments. Thank you for the wonderful presentation. Thank you, Lilith, for your comments. In French, le travail que tu fais est vraiment incroyable, Linda. So yeah, so I know you put yourself in many different projects, different webinars. Tu es partout, Linda. Donc, j'en entends beaucoup parler. Et voilà. Et Paul said at the end, why only Quebec? Should be Canada. Well, it should be everywhere in the world, I think. If not, now with the international collaborations, I know it can be hard in research to have the consent form. So we have some hurdles to go over, but maybe one day it will be easier. So thank you, everyone. We don't have more questions than that. I think it was a really well presented. It's a nice project, and I really encourage all the people, all the patients that are willing to participate to contact you, to contact Linda if you have any questions. Just contactez Linda si vous avez des questions, si vous voulez participer au projet, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir les paramètres et tout, ben, au moins vous allez avoir l'information. C'est avec des projets comme ça qu'on développe aussi pour d'autres maladies. Donc, merci Martine, merci Ziv, merci Linda. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin avant qu'on se laisse aujourd'hui. I don't know if you have any last words for the presentation today before we leave everyone for the rest of the lunch. Just thank you for having us, and about the comment that it should be Canada. I actually met with the Minister of Health, the Federal Minister of Health, last week, talking about rare diseases, and there is awareness, and I hope from awareness it will become into actions. Yes. Yeah. That's how it is. We need to really raise awareness and sensitize the people that are decision makers. Yeah. So Yes. thank you, maybe like for the patients, don't hesitate to ask your neurologist or clinicians you're seeing that you're interested in participating in research project, and they might have some availability. They might know about opportunities, but they just don't have the time to talk about it. So if you raise the question, I'm sure this will also raise awareness and provide some opportunities to participate in projects. Merci beaucoup. So just making the small translation, Ziv a dit qu'il y avait une réunion la semaine dernière avec le ministre de la Santé au fédéral et a essayé justement de le sensibiliser aux maladies rares, aux projets de recherche en maladies rares et tout ça. Donc, on va voir si ça a l'effet escompté. Et Martine disait, si vous avez des questions comme patient et tout, vraiment, n'hésitez pas à demander et tout. Vous allez avoir les réponses si c'est possible de participer à des projets de recherche. On veut de plus en plus avoir des patients dans les projets de recherche. C'est vraiment important, spécialement en maladies rares, parce que ça le dit, une maladie rare, ça touche très peu de personnes. Donc, plus qu'il y a de gens impliqués, mieux c'est pour le développement de la recherche. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si jamais vous avez d'autres questions, if you have any other questions, please put them in the comment section. And it will be my job to ask Ziv, Martine, and Linda to have these answers. So, merci à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires sous Facebook, LinkedIn, YouTube, et je vais les acheminer à Ziv, Martine et Linda
pour avoir les réponses. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Bonne fin de dîner. Et on se revoit, nous, à l'automne 2026 pour la prochaine édition de la série de webinaires RARE.Qc et RQMO sur les maladies rares. Merci encore une fois à vous tous et toutes. Merci. Salut.